Bonjour Laetitia, bienvenue dans dans cette deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. Je suis ravie de t'avoir avec nous pour cette année parce que j'avais pas pu t'avoir l'année dernière. Alors merci d'être venu et puis c'est ça. Merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite en 2 secondes? Oui, je sais que pas ça, mais c'est ça. Déjà, bonjour tout le monde. Merci Stéphanie pour l'invitation pour cette deuxième saison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Laetitia Benaventure. Donc, moi, je suis analyste indépendante sur les marchés financiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en quelque sorte consultante. Donc, j'offre mes services de recherche sur tout ce qui est macroéconomie parce que je relie la macroéconomie et les marchés financiers. Donc, j'offre tous mes services qui entourent ça. Je fais ça de manière indépendante depuis maintenant 2019, donc ça fait à peu près 4 ans. Et avant ça, j'ai travaillé en gestion de portefeuille, donc à la Banque nationale au Canada. Je travaillais 5 ans à la BNC en gestion de portefeuille, et avant ça, je travaillais plus en administration. Donc voilà, donc là aujourd'hui, j'offre beaucoup plus mes services, puis je partage aussi mes connaissances aussi gratuitement, et j'offre aussi mes services en consultance. oui, c'est ça. Donc, on peut te retrouver sur YouTube, on te retrouve bien évidemment sur Twitter. Sur Twitter. Et puis, oui. Excuse-moi. Et puis, pour ceux qui ont la chance de participer au groupe privé de Paul, on te retrouve aussi tous les mois avec un rapport macroéconomique. Tout à fait. Je travaille en collaboration avec Paul aussi. Puis j'ai mon propre canal aussi d'abonnement. Et puis des fois, j'écris des articles sur Coin Tribune, par exemple. Donc, ça m'arrive aussi d'écrire sur certaines thématiques, notamment plus sur le Bitcoin, puisque c'est plus spécialisé Bitcoin, crypto-monnaie en général. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça résume un petit peu. Et puis, parce que nous, on a l'habitude de parler de Paul, parce que Paul fait partie de toujours notre entourage. L'emblème du Québec. Voilà, Paul. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul, il s'agit de Paul de la chaîne de Paul de Crypto Formation, qui est très, très, très connu dans le domaine. Ouais. Et avec qui on a la chance de travailler d'ailleurs. Et puis, pour ton groupe privé, donc ton Patreon, justement, vous avez ici l'adresse. Alors, vous retrouverez toujours tous les liens dans la description comme d'habitude. Et puis, pour ceux qui ont un téléphone, vous pouvez simplement scanner le QR code qui apparaît et vous serez redirigé tout de suite. Voilà. Alors, écoute, je te propose qu'on commence tout de suite l'interview, si tu n'as rien d'autre à rajouter. Ben non. Je suis prête. Alors, on va commencer. D'habitude, je pose toujours la même question d'entrée de jeu, mais toi, je vais la poser plus tard parce que tu es spécialisée dans autre chose que tous les intervenants qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, on va commencer en expliquant un petit peu la relation entre ta spécialité puis le marché de l'investissement. Et ensuite, je te poserai la fameuse question que je pose d'entrée à tout le monde. Donc, pour l'instant, est-ce que tu peux nous expliquer la relation donc entre le marché traditionnel américain, parce que tu es spécialisé, on l'a pas dit, mais dans le marché américain, voilà. Donc, quelle est la relation entre ce marché traditionnel et celui des cryptos? Quelle est la corrélation et puis en quoi c'est pertinent? Tout à fait. Moi, comme je disais au tout début, j'analyse d'abord le contexte macro, l'environnement global, et à partir de là, après, je vais travailler avec tous les actifs macro qui sont les actions, les obligations, les devises ou les matières premières. Je vais travailler un petit peu à travers ça, et s'ajoute maintenant à cela, en quelque sorte, la crypto-monnaie, parce que maintenant, c'est devenu une classe d'actifs complètement importante, vu la capitalisation globale. Fait que je l'inclus dans le contexte quand je travaille je travaille les cyclicités au niveau de l'économie, de la croissance. Je les inclus pour la simple et bonne raison que je les considère en quelque sorte comme des actifs à risque, et il y a souvent un contexte économique qui est favorable pour cette classe d'actifs-là. Donc comme le Bitcoin ou toutes les cryptos, il y a souvent des performances, les performances des bull runs les plus impressionnants sont souvent aussi pendant ce qu'on appelle des accélérations de croissance, donc lorsque l'économie est en très bon état en quelque sorte, ou les injections des liquidités. Oui, excuse-moi, tu avais une question? Oui, excuse-moi. Non, c'est juste pour ceux parce que je me rends compte, pour nous, on travaille là-dedans toute la journée, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est que la macro dont on parle tout le temps?
Oui, ben la macro, en fait, c'est quand on va étudier. Moi, j'utilise trois éléments majeurs de la macro. C'est vraiment la croissance, donc la croissance économique, donc tout ce qui englobe, tu sais, la production, les revenus, la consommation, les dépenses, tout ça. Et ensuite, ben, il y a les liquidités que je rajoute à ça parce que c'est un élément majeur aussi, et l'inflation. Tout ça, ce sont vraiment les trois facteurs qui vont impacter en quelque sorte la cyclicité. Et donc, c'est ce qu'on étudie quand on étudie le contexte macro en général. On va regarder ces différents facteurs, la croissance, l'inflation et les liquidités. Et ces trois facteurs-là vont impacter directement ou indirectement. Des fois, il y a des délais, malheureusement, parce que les marchés, c'est pas juste l'économie, c'est aussi un marché d'offres et de demandes. Donc, des fois, il y a des, il y a des décalages entre les deux. Et donc, j'utilise ça pour l'appliquer avec les marchés financiers en général. Et donc, le marché de la crypto-monnaie, c'est un marché qui s'est ajouté ces dernières années. Moi, je le considère dans mes actifs macro aussi, puisque ça reste quand même un marché très important. Et puis, on peut aussi l'inclure comme des actifs qui varient de manière plus spéculative, comme des actions qui sont un peu plus spéculatives, hein, des compagnies en pleine croissance qui sont en train de se développer. Donc, c'est un peu plus, un peu plus similaire dans la variation, on va dire. D'accord. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important, d'après tes recherches et ton expérience, donc hormis le fait que tu as inclus ça comme une catégorie d'actifs à risque, oui. Est-ce qu'on est capable de déceler une corrélation entre le marché traditionnel, les mouvements du marché traditionnel et les mouvements du Bitcoin? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que ça nous serait utile de savoir, de connaître les mouvements du marché traditionnel pour anticiper celui du Bitcoin? Oui, parce que en fait, quand je travaille sur la cyclicité, comme je disais précédemment, quand on a des revirements au niveau de la croissance, qu'on a des accélérations de croissance, c'est vraiment tout ce qui est le marché des indices et le marché de la crypto vont être fortement corrélés les deux et vont avoir des bull runs quand même assez importants entre les deux. Parce que généralement, quand on est en pleine croissance avec des accélérations, on a aussi plein de liquidités, ça déborde un peu en quelque sorte. Donc du coup, ça encourage ces deux classes d'actifs-là qui sont des classes d'actifs qui vont surperformer pendant ces périodes-là. Alors que, comme actuellement, si je prends l'exemple actuel, on est plus dans un cycle économique de fin de cycle, hein, donc la fin du cycle, et ça ressemble plus à l'évolution 2018-2020, hein, l'entre-deux qu'on a eu. On est un petit peu dans ce genre d'entre-deux ici actuellement, et donc on n'est pas encore dans le cycle où nous sommes dans une accélération de croissance avec beaucoup de liquidités qui rentrent. Et la corrélation là-dedans, c'est parce que ces deux classes d'actifs-là, que ce soit les marchés des actions, des indices boursiers ou le Bitcoin, lorsqu'on rentre dans cette cyclicité-là d'accélération de croissance, on a une forte corrélation entre les deux. Et généralement, en fin de cycle, on a plus de la décorrélation. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement entre le Bitcoin et les indices boursiers. On a un peu plus de décorrélation ces derniers mois parce qu'on est plus en fin de cycle économique. Et donc, il y a moins d'accélération, il y a moins de liquidité injectée en quelque sorte aussi de la part des banques centrales. Et donc, la corrélation diminue pendant ce temps-là. Et ça a été la même chose en 2018-2020. Là, on est un peu dans le même procédé. Donc, c'est pour ça que j'utilise les deux parce que quand j'étudie la macro, je le sais que quand on rentre dans une cyclicité d'accélération, c'est-à-dire qu'on est vraiment en forte croissance et que ça augmente, tu sais, que ça continue d'augmenter, et bien ça va vraiment soutenir un bull run plus longtemps vers des ATH aussi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre les deux en liaison parce que jusque là le Bitcoin il a pas forcément prouvé non plus que au-delà des accélérations de croissance, il peut faire des ATH très importants. Jusque-là, on n'a pas eu encore un historique qui a prouvé ça. Il peut avoir des décorrélations temporaires à cause d'autres comme l'hyperinflation, des trucs comme ça comme en Argentine. Tu sais, le Bitcoin a fait des ATH en Argentine, mais c'est le contexte aussi d'hyperinflation qui fait ça. Mais là, actuellement, que ça soit le Bitcoin et les actions, ils ont quand même une corrélation positive assez importante et qui est d'autant plus importante dans les accélérations de croissance.
Alors, c'est très bien que tu aies parlé de tout ça. Ça me fait une transition toute trouvée pour la suite. Oui. Parce que justement, dans ces phases de marché aussi, souvent, les gens ont peur et vont donc trouver une valeur refuge. Et dans les marchés traditionnels, c'est l'or. Alors, j'ai deux questions en une. La première, c'est justement, est-ce que on peut associer les mouvements de l'or avec celui du Bitcoin? Est-ce qu'on pourrait éventuellement parler aussi d'une potentielle valeur refuge? Et la deuxième chose, est-ce que on peut, en suivant les mouvements de l'or, éventuellement anticiper celui du Bitcoin? Alors, pour répondre à ta question, personnellement, je regarde pas trop l'or et le Bitcoin ensemble. Je regarde plus le Bitcoin et les actions ensemble, parce que je trouve que la corrélation est plus importante entre les deux que la corrélation avec l'or. En tout cas, c'est ce que j'ai vu personnellement, hein, parce que l'or a pas fait grand-chose entre 2011 après son pic et 2017, en quelque sorte 2018, alors que le Bitcoin, lui, avait fait de la super-performance. Donc, je trouve que le Bitcoin est plus corrélé aux actions que à l'or. Mais après, quand je dirais de valeur refuge, oui, dans le sens où c'est pour moi une contre-offensive contre les injections de liquidités, puisque le Bitcoin a été créé en même temps que les injections de liquidités en 2008-2009. Donc avec le programme où ils ont commencé à imprimer de l'argent, hein, l'impression monétaire. Et là, oui, effectivement, par rapport à ça, le Bitcoin, comme il a une offre limitée, un peu comme l'or aussi, hein, l'or a une offre limitée aussi, ça peut être une valeur refuge face à cela. Puisque, oui, excuse, t'as une question? Non, excuse-moi. Est-ce que tu as fini? Je voudrais pas te couper. Oui, en fait, c'est juste que je dirais que c'est une valeur refuge différente de l'or. On peut, oui, dire que c'est une valeur en quelque sorte de valeur refuge virtuelle, alors que l'or c'est plus palpable, hein, parce qu'on peut l'avoir physique. Donc voilà, mais c'est juste que je trouve que le Bitcoin a plus de corrélation avec le marché des actions ou les marchés spéculatifs dans ce genre d'environnement que l'or concrètement. Mais après, oui, tu peux y aller. C'est juste si jamais on dévie trop. Oui. Donc du coup, est-ce que dans ton expérience, tes analyses et tout ça, est-ce que tu as pu voir, alors pas une corrélation, mais là par exemple, on a vu que le mouvement de l'or ces derniers temps a bondi un petit peu parce qu'il y a eu cette crainte de la crise économique justement. Oui. Est-ce que tu as vu quelque chose un peu similaire dans le Bitcoin? Ce que j'ai vu, c'est que le Bitcoin, lui, il a encore en quelque sorte fait son bottom à partir du moment où il y a eu des injections de liquidités globales au niveau mondial. Là, quand il y a eu parce que je vais pas rentrer dans les détails, dans les mécanismes, parce que c'est très technique, mais on a eu l'intervention l'année dernière du Japon, parce qu'on avait le yen qui s'était complètement dévalué fortement. Puis la Banque du Japon avait intervenu. Et en fait, il y a comme une sorte de mécanisme entre les taux, le yen, le dollar, et qui fait en sorte à ce que ça a eu le bottom l'année dernière. Mais la question initiale, c'était si tu... Oui, Si c'est tu ça. avais remarqué un signe Ouais, de valeur refuge chez le Bitcoin. c'est ça. En fait, refuge, oui et non, parce que tout a bondi en même temps. L'or a bondi, le Bitcoin a bondi. Tout le monde a rebondi au même moment, les actions, le Bitcoin et l'or, puisqu'il y a eu l'intervention de la Banque centrale du Japon, qui est une banque centrale très importante. Et donc, du coup, voilà. Et le Bitcoin a encore plus accéléré quand on a eu l'intervention de la Banque centrale aux US au mois de mars, parce qu'elle a injecté en quelque sorte un peu de liquidité au mois de mars. Et là, ça a fait encore un peu plus pumper. Donc, je dirais, une fois de plus, c'est une valeur refuge, mais une valeur refuge plus contre les injections de liquidités. Puisque plus les banques centrales injectent des liquidités, plus il y a de l'offre monétaire importante et plus ça dévalue la monnaie locale. Donc du coup, le Bitcoin qui lui a une offre limitée, la demande constante, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une demande constante aussi, parce que s'il n'y a plus de demande sur le Bitcoin, mais on est mal. Hein. Donc voilà. Mais tant que la demande reste constante, le fait qu'on ait une offre limitée et qu'on ait des injections, ça permet de garder une valeur refuge auprès du Bitcoin.
Alors, juste une dernière question, un peu pour les novices qui comprennent pas forcément de quoi on est en train de parler. Oui. Avant que je te pose la fameuse question que je pose à tout le monde, est-ce que tu pourrais expliquer assez rapidement, sans rentrer dans les détails, quel est le rapport entre l'augmentation des taux d'intérêt et le fait que les marchés, la réaction des marchés en fait. Pourquoi il y a un rapport entre quand on augmente les taux d'intérêt et le marché qui monte ou qui descend? J'en reviens au tout début de la séance. Quand on étudie la macro, on va regarder la croissance, la liquidité et l'inflation. Et en fait, les taux sont affectés par trois choses majeures qui est l'offre, la demande, l'inflation et la croissance. Et donc, effectivement, quand on arrive actuellement, on est toujours en ralentissement de croissance, mais on a une continuité de l'augmentation des taux. Parce que le niveau d'inflation n'est pas sur le taux cible. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait eu une correction des valorisations, puisqu'on n'avait pas assez de croissance pour absorber vraiment toute l'augmentation. Donc l'année dernière, c'est pour ça qu'on avait eu aussi une correction. Et actuellement, comme le Bitcoin est assez corrélé par rapport au marché des actions, le fait qu'on continue d'augmenter les taux, puisque l'inflation n'est toujours pas sous le taux cible qui est de 2%. Alors, je ne sais pas s'ils vont ramener le taux à 3% à un moment donné, parce que ça va être difficile d'aller sur la barre des 3%, étant donné qu'il y a d'autres mécanismes qui font qu'on maintient le niveau à 3%. Donc oui, le fait qu'on laisse les taux élevés, qu'on continue d'augmenter les taux, ça peut affecter les marchés, notamment sur les taux longs, puisque le niveau de dette est important aux États-Unis. Le niveau est important, pardon. Et donc du coup, quand on augmente les taux, bien évidemment, ça fait une dette encore plus chère. Donc ça impacte le marché global. Donc ça impacte aussi le marché des obligations, parce que les obligations, c'est le plus gros, en quelque sorte, la plus grosse classe d'actifs détenus dans les portefeuilles, dans les fonds de pension, dans les institutions bancaires et tout, parce que c'est supposé être la classe d'actifs sécuritaire aussi. Sauf que là, on en arrive avec vraiment une offre très importante au niveau des obligations, une dette importante, et donc dès qu'on en continue d'augmenter les taux, ça pose problématique parce que c'est l'actif le plus détendu dans les portefeuilles. Donc ça joue après sur le marché des actions et ça peut jouer aussi sur le marché de la crypto-monnaie, puisque ça influe les autres marchés par la suite. Donc, en gros, pour schématiser, pour quelqu'un qui ne connaît rien en économie, on peut dire que l'augmentation des taux, crée de la peur sur les marchés parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir par la suite. Ouais. Et 2, diminue l'argent que tu as dans ton portefeuille, donc tu ne peux plus investir ailleurs. C'est ça. Le truc, c'est que en fait, on est vraiment dans un contexte actuellement qui est très particulier, parce que des fois, on peut augmenter les taux, mais si on a une accélération de croissance, c'est absorbé, puis c'est très bon pour les classes d'actifs spéculatives aussi. Mais là, actuellement, on est toujours en ralentissement de croissance, ce qui fait que quand on continue d'augmenter les taux, c'est assez délicat puisque ça augmente le niveau de dette et donc les entreprises peuvent moins emprunter aussi. Puisque c'est cher d'emprunter, et ceux qui détiennent déjà de la dette, ça leur coûte plus cher, ça peut leur coûter plus cher. Donc du coup, ça limite le potentiel, mais le but est de ralentir l'inflation et de tout ramener à l'équilibre. C'est ça, c'est un cercle vicieux. En fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, on n'a toujours pas recommencé un nouveau cycle, parce qu'on est toujours dans le cycle de hausse de taux, en quelque sorte. On est toujours dans le cycle de ralentissement de croissance. Et on n'a toujours pas réentamé un nouveau cycle. Donc, le potentiel de performance reste quand même assez encore limité à cause de ça. Donc, oui, on a eu une grande performance sur le marché des actions en début, le premier semestre. Mais ça a été encouragé par les interventions des banques centrales quand elles ont injecté des liquidités, une fois de plus, parce qu'elles ont injecté des liquidités, parce qu'on avait augmenté les taux trop élevés, ça a commencé à impacter les banques. Fait que tu sais, c'est un cercle. Actuellement, c'est un petit cercle et tant qu'on recommence pas le cycle, c'est encore un contexte très délicat. Alors, je précise juste qu'on tourne cette vidéo au mois d'août 2023. Oui. Si jamais d'ici l'automne le contexte a changé, ne nous en voulez pas, c'est parce que nous, on est au mois d'août. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Voilà. Bon, alors Laetitia, j'en arrive. Est-ce que tu avais fini ou est-ce que je peux te poser enfin la question attendue? Vas-y, je t'en prie.
Alors Laetitia, quelle stratégie d'investissement est-ce que quel est ton profil d'investisseur? Excuse-moi, parce que je le redis encore dans chaque vidéo. Chaque personne a son propre profil d'investissement et il existe autant de profils d'investisseurs qu'il n'existe d'investisseurs. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'à chacun d'entre vous, j'ai posé cette question. Donc, quelle est ta stratégie d'investissement? Est-ce que tu investis seulement dans le marché traditionnel? Est-ce que tu investis aussi dans les cryptos? Pourquoi? Comment? Explique-nous ton profil d'investisseur. Ouais, ben pas de souci. Ben justement, c'est très bien que tu l'aies précisé que le profil d'investisseur varie d'une personne ou d'une autre, parce que ça, je le précise tout le temps dans mon canal aussi personnel. Moi, j'ai un profil un peu plus conservateur des fois. Je leur explique pourquoi par rapport au contexte et tout. Et donc, je leur dis, moi, c'est sûr, vous pouvez me suivre, vous pouvez suivre mon portefeuille, mais peut-être que ça va pas vous convenir dans le sens où peut-être que vous voulez un portefeuille plus risqué ou plus développé. Par exemple, je te donne un petit exemple. Là, actuellement, je garde toujours une proportion à peu près de 5% en allocation de tout ce qui est crypto-monnaie, donc Bitcoin, principalement parce que je préfère les actifs majeurs et le Bitcoin, c'est un peu le patron en quelque sorte pour l'instant, mais voilà. Mais sinon je travaille avec les actifs majeurs, donc les indices boursiers, les obligations, donc le marché des obligations, le marché monétaire. Donc là, si je te donne une petite précision, pourquoi là actuellement j'ai un portefeuille assez conservateur. Déjà initialement, c'est que je profite du marché actuel, du marché monétaire sans risque, qui nous permet d'avoir des taux à peu près à 5% sans risque en quelque sorte, hein, parce que les bons trésors offrent des opportunités à 5%. Et à côté de ça, j'ai aussi une proportion sur les indices boursiers et une proportion minime sur le Bitcoin et l'or aussi. J'ai 5% sur l'or et 5% sur le Bitcoin actuellement aussi. Donc voilà, donc là actuellement j'ai 50% à peu près de mon portefeuille qui est sur le marché monétaire, qui m'assure un rendement de 5% dans l'année, qui est maintenant un rendement supérieur à l'inflation d'ailleurs, donc tant mieux. Oh, ouais. Voilà. Et en fait, c'est juste parce que jusque-là, le marché monétaire nous a pas offert cette opportunité-là d'avoir des taux à 5% parce qu'on n'avait pas des taux directeurs aussi élevés. Ça a été avec l'inflation qu'on a dû augmenter des taux directeurs, et donc du coup on a des taux intéressants sur le marché monétaire. Et donc j'en profite à partir de ce moment-là, parce que comme le contexte actuel n'est pas le plus favorable, donc justement pour revenir à ta question, quelle est ma stratégie d'investissement? Je regarde le contexte économique, donc en me basant sur l'inflation, la croissance et les liquidités. Et je regarde où on est actuellement. Et actuellement, on est toujours en ralentissement de croissance. On n'a toujours pas de rebond économique important. On est au niveau des liquidités, on stabilise. On n'est pas forcément en train de réinjecter. Et au niveau de l'inflation, on va stagner probablement à 3% pendant une certaine période de temps. Donc, on n'a toujours pas régulé encore vraiment pour recommencer un cycle où on a une accélération. Donc, le contexte actuel reste toujours en quelque sorte un contexte assez risqué. Donc, je garde quand même un pas dans des classes d'actifs comme le Bitcoin, mais je garde que 5% actuellement pour toujours avoir un pied dedans. On sait jamais, parce que tu sais, on n'est jamais sûr à 100% malheureusement. Et donc voilà. Et quand effectivement le contexte va être plus favorable, mon profil aussi va se modifier à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, je vais réduire ma proportion de cash et je vais l'augmenter dans les classes d'actifs un peu plus risquées. Mais pour l'instant, mon profil est assez conservateur, puisque j'ai 50% de cash placé à 5% et le reste qui est placé dans les indices, le Bitcoin, l'or et les obligations d'État aussi. Ok, ben justement, tu vois, c'était ma question d'après. Comment investis-tu? Quelles sont tes techniques, stratégies et astuces? Donc, tu viens de nous répondre. Est-ce que tu as d'autres petites précisions à faire par rapport à ça, des petites astuces ou quelque chose, ou en fait, le rebalancement, par exemple, aussi? Ouais, c'est ça exactement. Mais le rebalancement, ça varie suivant quand on va changer au niveau de la cyclicité. Pour l'instant, on est toujours la première chose que je fais, c'est que je regarde la cyclicité. La deuxième chose, je regarde où en est la politique monétaire et l'inflation, parce que les deux vont influencer après l'autre aussi. Et donc, actuellement, on est toujours en ralentissement de croissance. On a toujours un niveau d'inflation qui est supérieur à 2%.
On est toujours pas en train d'atteindre le 2%. Et ça va être difficile, je pense, si on n'a pas de récession, parce qu'on a une croissance des salaires qui est importante encore et qui permet comment dire, de continuer de consommer. Donc, ça maintient un certain niveau d'inflation. Donc là, actuellement, par rapport à la situation actuelle, dans ma stratégie, je préserve toujours un portefeuille toujours un petit peu plus conservateur encore. Conservateur, oui. Ouais, c'est ça. Et ensuite, quand tu vas faire le rebalancement, excuse-moi, ça a coupé un petit peu tout à l'heure. Enfin, ouais. Donc, tu as dit que tu allais rebalancer un petit peu dans des actifs un petit peu plus risqués, c'est ça? Ouais, en fait, je vais mettre un peu plus, je vais aller plus dans les indices boursiers. Okay. Donc, quand on va être en accélération, je vais inclure aussi le marché émergent, les indices américains majoritairement, et je vais rajouter aussi dans le Bitcoin, je vais doubler à peu près la pondération aussi, qui sera à peu près de 10 à 15% du portefeuille à ce moment-là. D'accord. Ouais. Okay. Mais pour l'instant, je le préserve à 5% parce que tu sais, c'est encore un peu voilà, c'est pas juste une question de prix pour moi, c'est une question plus de contexte parce que quand on est dans un bon contexte, peu importe trop le prix que tu vas avoir quand même de la bonne performance. Alors c'est sûr, bon, il y a des prix qui sont meilleurs que d'autres, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que le contexte est d'autant plus important que le prix puisque c'est celui qui va impacter le prix aussi. Donc voilà. Donc même si tu sais, dans 5 mois, ça peut être, le Bitcoin peut être encore au même prix. Ça dépend si le contexte va évoluer aussi ou pas. Donc oui. Tu as l'habitude de travailler justement dans le marché traditionnel, qui est quand même la base de ton métier. Ouais. Et comment dire, le contexte des crypto-monnaies est quand même relativement différent. C'est parce que jusqu'à présent, ça peut changer, mais jusqu'à présent, c'était très cyclique, c'était très on pouvait assez anticiper quand même ce qui allait se passer, contrairement au marché traditionnel. Donc, toi, c'est quand même ton métier de base, donc c'est aussi normal que tu investis, c'est que tu as un profil d'investisseur avec ce que tu as appris, les notions que tu connais, ce qui est pour toi viable depuis longtemps, depuis la nuit des temps, hein, depuis que la bourse existe, et que c'est peut-être aussi, ça a une influence aussi, j'imagine, sur ton profil d'investisseur. Oui, c'est tout à fait, tout à fait. De toute manière, c'est comme je dis souvent, tu sais, quand je travaillais en gestion de portefeuille, on faisait pas du timing, on faisait pas du market timing, on faisait pas non plus, on allait étudier un petit peu d'un point de vue macro, mais généralement il y avait pas forcément, on faisait pas du market timing pour se dire ok, là on est en accélération de croissance, on va tout investir l'argent. Non, on faisait des rebalancements effectivement par rapport aux classes d'actifs, mais on faisait pas de market timing non plus. Donc le market timing, on en fait plus quand on le fait à son propre nom. Mais pour revenir à ta question, c'est à très long terme, le market timing, c'est moins important. Le market timing, c'est plus important quand tu fais du court terme, mais à très long terme, des fois, vaut mieux ne pas toucher à ces actifs pendant plusieurs années, plusieurs décennies. C'est un petit peu ce qui est conseillé généralement quand tu vas placer ton argent à long terme. On dit que ça doit rester ennuyant, tu dois pas être dessus toute la journée. Après, le market timing, ça peut te donner un petit plus, mais c'est encore plus important quand tu fais plus du court terme, que tu travailles plus avec la cyclicité et tout. Mais si tu investis sans t'intéresser à la cyclicité, il faut que tu aies une vision globale à long terme. À long terme. Je vais juste rajouter un truc là-dessus. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit, notamment pour le Bitcoin. Ouais. On pourrait même sûrement placer l'Ethereum là-dedans. Oui. Mais je vais juste faire une petite parenthèse. Selon moi, et je parle bien selon mon opinion, il y a certaines crypto-monnaies qui nécessitent, contrairement au marché traditionnel, il y a certaines crypto-monnaies qui nécessitent un market timing, comme tu appelles ça, parce que elles ne seront peut-être pas forcément encore en vie le cycle d'après. Contrairement au marché traditionnel où c'est des sociétés qui sont là depuis longtemps, qui sont en bourse depuis longtemps. Alors je parle pas de start-up, hein, mais je veux dire ou les indices, ou les index, les grosses sociétés, le SP500 et tout ça. Donc les stratégies sont complètement différentes et c'est pour ça que justement on parle de profil d'investisseur et d'être à l'aise avec ce qu'on fait et avec nos valeurs et avec
notre vision et avec justement, est-ce que c'est plutôt pour du court terme ou du long terme, etc. Ouais. Est-ce qu'on est plutôt conservateur ou agressif? Bref, toutes ces choses ont une importance capitale et je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est ça, c'est que dans le milieu des cryptos, il y a certains narratifs qui ne sont pas forcément là pour durer sur le long terme. Donc, tout à fait. Juste faire attention à ça. C'est très important que tu précises ça, effectivement, puisqu'il y a des projets en crypto, il y a des projets. Moi, quand je parle à long terme, c'est vraiment genre quand on y va avec les actifs macro, c'est-à-dire on y va à l'indice boursier, on y va avec le Bitcoin qui est plus celui qui a fait ses preuves, mais je suis pas là en train de parler des compagnies, par exemple de nouvelles compagnies aussi d'actions qui sont très spéculatives, qui des fois aussi se tradent, par exemple en over the counter, ou des petits projets crypto. Ça c'est pas du tout ma spécialité. Moi je suis plus actif macro, vraiment global, et donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est moins important puisque ça a déjà fait ses preuves sur plusieurs, enfin en tout cas les indices boursiers sur plusieurs décennies en fait. Donc ça va être moins important à ce niveau-là. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu étudies un projet crypto, le timing est très important. Et le contexte aussi peut être important aussi là. Donc tout à fait, c'est très bien que tu aies précisé ça. Alors, alors je vais dire non, on va rigoler un peu plus, mais non, c'est pas encore la question où on rigole. Là, c'est la question sérieuse où tu vas nous parler de tes réussites les plus marquantes. Et pourquoi ça t'a marqué? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Explique-nous tout ça. Ben, en fait, déjà, premièrement, ma plus grande réussite, ça n'a pas été, comment dire, en termes de valeur, en termes de montant, ça n'a pas été sur les marchés financiers encore. Ça a été sur l'immobilier, en quelque sorte, parce que t'es au Canada, tu sais ce que c'est. Voilà, j'ai investi, il y avait en 2014 à peu près. Donc oui, ça a été vraiment ma plus grande réussite en tant qu'investisseur. Puisque on a profité de la bulle de 2020 avec les taux vraiment au niveau plancher qui fait que les prix des valorisations des maisons ont explosé à ce moment-là. Donc ça a été en quelque sorte ma plus grande réussite en tant qu'investisseur. En tant que performance, ça a été, c'est pas forcément une crypto de projet ou autre, ça a été très spéculatif. J'ai pas non plus investi énormément d'argent dessus, mais ça a été sur le Shiba Inu. Donc ça a été vraiment la plus grosse performance. J'avais fait à peu près 2000% dessus, donc ça a été ma plus grosse performance. Mais c'est pas été en termes de montant parce que sur Shiba Inu, je vais pas y aller avec mon portefeuille dedans. Tu vois. Avec ta brouette. C'est ça, non, c'est pas du tout ça, tu vois. Donc, tu sais, tu vas au prorata aussi. Plus je vois que c'est spéculatif, moins j'y mets une proportion du portefeuille. Tu vois, le Bitcoin, je dis pas que c'est spéculatif, mais il y a quand même des variations qui sont quand même assez importantes. Ça peut faire du 100%, plus rapidement que des indices boursiers. Donc, du coup, au niveau de la proportion dans ton portefeuille, tu fais un peu plus attention parce qu'il faut que tu penses aussi dans l'autre sens. Tu te dises, OK, si Bitcoin demain il perd 60%, parce que ça peut arriver dans les bear markets, est-ce que tu es à l'aise avec ça ou pas? Donc voilà, c'est comme ça que j'analyse le montant initial. Et le Shiba, ça a été vraiment genre très spéculatif à ce niveau-là. Spéculatif d'ailleurs. Mais c'était, oui, il n'y a pas de projet dessous ça. Tu sais, j'ai pas été dans le projet web, mais je dirais ma plus grande réussite vraiment plus, ça a été vraiment dans l'investissement et aussi d'avoir commencé tôt aussi à investir le plus tôt possible. J'avais commencé avec le DCA, principalement le DCA qui était par rapport à la banque où je travaillais, la banque sur mon mois, et puis il investissait la compagnie, donc du DCA sur cette compagnie-là, et donc du coup j'ai commencé tôt, ce qui m'a permis d'avoir un premier step pour acheter mon appartement, et l'appartement après a fait fluctuer, exploser un petit peu le tout aussi. Donc voilà. Mais c'est très bien que tu parles de ça justement parce que moi je le dis souvent, mon groupe privé aussi. D'ailleurs, moi aussi, je vais me faire un petit peu de pub pour moi-même, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Donc, moi, je suis plutôt spécialisée. Excuse-moi, j'ai fait du bruit. Je suis plutôt spécialisée dans l'explication, donc crypto formation continue, justement, pour expliquer
comment faire les choses, Oui. plus que pour trouver des choses. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, je suis très contente que tu aies parlé de ça parce que souvent, les gens veulent tout de suite, ou ont peur, ou peu importe leur motivation ou leurs obstacles. Mais souvent, ils ne vont pas comprendre que en investissant peu sur du long terme, c'est-à-dire que, imaginons tes 20 ans, par exemple, tu décides d'investir $50 tous les mois à 20 ans, ça peut être envisageable, c'est pas non plus des sommes énormes. Bah, arrivé à 30 ans, c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir te mettre plus dans l'investissement parce que tu vas, pendant ces 10 années, tu auras appris, tu auras fait des erreurs, tu auras fait des réussites, tu auras mis un petit peu d'argent de côté et puis peut-être que justement tu auras investi dans quelque chose qui aura fait énormément d'argent par la suite, alors peut-être même beaucoup plus rapidement, mais tout ça pour dire que c'est un peu comme, je sais pas si tu jouais, parce qu'on a à peu près le même âge, est-ce que tu jouais aux Sims quand tu étais plus jeune? Alors oui. Les Sims, c'est un jeu vidéo où justement tu commences avec rien, puis tu montes au fur et à mesure, crescendo, et donc tu commences avec une petite maison de merde, et puis tu t'agrandis, etc. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de petits montants en fait. Non, il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent spécifiquement, d'avoir un certain montant d'argent pour commencer à mettre sur les marchés. Ça peut être progressif et se bâtir un capital progressivement. Mais parce que si on attend, on n'aura jamais l'argent, ça c'est sûr. Ah oui, non, c'est sûr. Puis, l'argent, c'est ça. C'est si tu attends d'avoir un gros capital pour commencer à investir, tu perds du temps aussi sur les années d'attente pour bâtir ce gros capital-là. Ça, j'ai eu de la chance de l'apprendre assez rapidement quand j'ai commencé à faire du DCA assez jeune. J'ai pas fait du DCA sur indice, par exemple. J'ai fait le DCA plus par rapport à la banque où je travaillais parce que j'étais pas obligée, mais je l'ai fait. Et c'est bien parce que ça m'a bâti vraiment un capital progressif qui a permis de faire mon premier tremplin, d'acheter un appartement. Et l'appartement ensuite a permis de faire fructifier encore plus le reste. Donc c'est un travail, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été en 3 ans là, ça a été pratiquement 7-8 ans de bâtir un certain capital. Mais j'ai pas attendu de mettre de côté, par exemple. C'est exactement pareil pour moi. J'ai un peu la même histoire. Moi aussi, j'ai commencé progressivement avec, tu vois, mon premier Bitcoin, je l'ai acheté en 2012. Oui, quand même. Il valait rien à cette époque-là. Et j'étais toute fière de moi de le revendre au double du prix que je l'avais acheté. Oui. À cette époque-là, c'est sûr, on est toujours content, là, on s'estime heureux, là. Mais là, c'est mon pire regret, par contre. Oui, j'imagine. Oh là là. Mais bon, ça, je pouvais pas savoir. Mais tout ça pour dire que c'est progressivement qu'on fait les choses. Puis moi, c'est pareil, ça m'a pris une dizaine d'années d'en arriver là. Mais comme tu dis, premièrement, on n'a pas perdu notre temps. On a mis de l'argent de côté sans s'en rendre compte. Et puis surtout, on a appris. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai appris énormément. J'ai fait énormément d'erreurs qui me permettent, maintenant que j'ai l'argent pour investir, de ne plus les refaire et donc de pas perdre des grosses quantités d'argent. Non, si je perdais $50 à l'époque, c'était pas grave. Perdre $5,000 maintenant, c'est un peu plus dur. Tu vois, c'est pas très agréable, mais bon. Non, c'est ça. Donc c'est ça. Et puis juste un petit truc, j'ai oublié. Je voulais juste qu'on précise qu'est-ce que le DCA pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup, qui sont novices en fait. Donc le DCA, c'est accumuler régulièrement tous les X temps par exemple, si vous voulez acheter du Bitcoin, eh bien, vous lissez votre achat. Par exemple, tous les mois, vous achetez pour $50 de Bitcoin sans faire attention au prix. C'est donc ça, vous le lissez, en fait. Et donc, du coup, des fois, vous allez le payer moins cher, des fois un peu plus cher, mais ça va se lisser ensuite. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une technique qui est en plus d'autant plus efficace en période de volatilité comme les périodes de bear market, par exemple. Généralement, historiquement, j'avais fait des études dessus avant que je le fasse. Moi, je le faisais graduellement parce que voilà. Mais avec le temps, j'ai appris que historiquement, le DCA c'est beaucoup plus valorisant pendant des bear markets ou des périodes de plus de volatilité, donc de ralentissement de croissance. Que ralentissement de croissance, ça inclut plus de volatilité, des mouvements, des mouvements à long terme moins soutenus en fait. Et en fait, pendant des accélérations de croissance, vaut mieux y aller avec le montant directement.
Si on a déjà l'argent, bien évidemment. Si on n'a pas l'argent, c'est aussi une possibilité, le DCA, qui est une très belle possibilité de pouvoir y mettre graduellement. Tout à fait, tout à fait. Puis après, bon, il y a encore tout un tas d'autres stratégies. Oui, c'est ça. Il y a des stratégies qui vont venir à tout le monde, là. Mais je suis contente que tu aies parlé de ça parce que ça, j'ai remarqué avec tous les gens que j'ai coachés dans ma vie, j'ai vraiment remarqué que c'était une croyance, déjà une croyance limitante en soi, mais aussi une croyance urbaine, une légende urbaine, comme quoi avec $50 tous les mois, on peut pas arriver à nos fins. Alors oui, c'est sûr que si tu investis $50 tous les mois dans un plan épargne à 1%, tu vas pas aller bien loin. Mais si tu l'investis dans des capitaux plus à risque, ben tu peux aller très loin. Regarde-moi par exemple avec les BNB. En 2017, j'ai acheté des BNB. J'ai fait plus de 20 000% en 4 ans. Ah oui, quand même. C'est énorme. Donc, c'est énorme. 20 000%. Écoute, je me rappelle, ça m'avait coûté $66 à l'époque. Ah ouais. Oh j'avais mis $66 dans le BNB. Oh donc, effectivement, avec $50, tu peux faire des bons profits. Surtout sur le marché de la crypto. Les pourcentages, je tiens à préciser, parce que sur les marchés boursiers, 20 000%, c'est plus compliqué, les indices boursiers, pardon. Mais sur le marché crypto, c'est sûr qu'il y a toujours plus de possibilités d'aller chercher beaucoup de pourcentages. Donc c'est pour ça que, tu sais, quand tu dis mettre $50 et tout, ça peut être effectivement, s'il y a un seul projet qui explose, ça peut, effectivement, tu peux vite faire du 10 000, 20 000%. Ouais, c'est ça. Le risque par rapport à part si tu vas avec des leviers, là, mais si tu mets juste 50 pièces et puis que, tu sais, c'est $50, je veux dire, pas 50 pièces. Ils connaissent pas trop. Ça fera plaisir aux Québécois qui nous regardent. C'est ça, exactement. Fait que, non, il y a des projets qui peuvent exploser. Et ce que tu disais tout à l'heure, faut connaître les projets. Là, ça, moi, c'est pas ma spécialité d'étudier les projets crypto. Mais si tu as un bon timing, comme tu as eu, par exemple, pour BNB, c'est sûr, tu peux faire Mais même en bourse, alors ça sera toujours moins en bourse qu'en crypto, on est d'accord. Mais je veux dire, même en bourse, je veux dire, si tu investis dans des bonnes startups, à l'époque, tu as réinvesti dans Amazon ou Google, même ne serait-ce qu'un $50, c'est pas ça qui va te faire ta retraite plus tard, on est d'accord. Mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que si en 10 ans, tu as accumulé 2, 3, 5, 6 bons coups, ben, tu n'as plus $50, tu te retrouves avec peut-être $10 000. Oui, tout à fait. Ben là, tu peux l'investir, tu peux le mettre dans l'immobilier, tu peux acheter un garage avec $10 000. Tu vois. Puis après, ton garage, tu le fais grossir, puis là, tu peux acheter une maison. Puis après, tu mets ta maison en hypothèque. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit à petit. De toute manière, si on n'y met pas un pied dedans, on peut pas. Non. Mais ça malheureusement, c'est sûr que c'est toute une éducation à faire par rapport à ça. Puis c'est surtout aussi ne pas mettre forcément l'argent dont on a besoin. Donc quand on dit $50, il faut que ça soit $50 que tu mets en moins pour aller au McDonald's. C'est ça, exactement. T'essayes de que ça soit toujours de l'argent que tu n'as pas besoin initialement. Exactement. Et la patience, ne pas tout vouloir tout de suite. Alors, c'est cette question qui pourrait nous faire rire, parce que moi, en tout cas, la pire connerie que j'ai faite dans ma vie, elle me fait beaucoup rire maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter la pire de tes erreurs? Et bien évidemment, qu'est-ce que tu en as appris, retenu, comment tu as corrigé tout ça? Ma pire de mes erreurs, ça a été, je dirais, déjà initialement ne pas avoir acheté le Bitcoin. Moi, je l'ai pas eu en 2012, par exemple, mais je me rappelle encore du moment même de la rue où j'étais à Montréal, où j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, le Bitcoin à $2 700, je veux l'acheter. Je l'ai pas fait. Je suis dégoûtée. Ouais, ça a été vraiment parce que à cette époque-là, je me rappelle, je l'avais appelé, je lui dis oui, je vais mettre $2 700. Et j'ai pas eu le courage de le faire à ce moment-là, je te dirais. Malheureusement, aujourd'hui, j'aurais plus le courage de faire ce genre d'opération, mais à cette époque-là, j'ai pas eu le courage de le faire. Ça a été vraiment un regret, ma pire erreur. Ma deuxième pire erreur, mais ça reste toujours un peu dans les mêmes structures, dans le sens où t'as pas laissé courir assez les choses pour aller chercher, tu vois, plus de pourcentage. Par exemple, j'avais acheté des options Apple quand on a eu le crash en 2020. En mars 2020, j'avais acheté des options Apple à $250.
Je les avais vendus à 750 $ l'unité. Donc, j'avais quand même fait pratiquement, voilà, pas mal de profit. Mais, mais, genre 4 mois plus tard, donc c'était au mois d'août, elles étaient rendues à 15 000 $ l'unité. Et là, là, j'étais vraiment, genre, malheureusement, ça, c'est des choses que, je les rajoute dans mes pires erreurs, mais ça fait partie, malheureusement, de la game. On n'est jamais sûr, en fait, quand on sort des marchés, on est content. Et puis, c'est important de prendre des profits aussi, parce que des fois, on prend pas de profit, puis on se retrouve à reperdre même plus que la mise. Fait que voilà, c'est important de prendre progressivement des profits. C'est juste que j'aurais dû quand même faire une de mes erreurs, c'est que j'aurais dû en prendre peut-être 50% et en laisser 50%. Me dire ok, au pire j'en perds plus que la mise dessus, mais globalement j'ai fait au moins j'ai gardé 50% dans ma poche et 50% que je vais laisser rouler un peu. Et ça a été une erreur que j'ai appris dessus par exemple. Donc du coup, parce que quand j'ai le sentiment parce que tu sais, on n'est pas même après 10 ans, on a toujours des sentiments hein, sur les marchés. Faut pas croire, on n'est pas des robots là, malgré toutes les pubs qu'on peut voir sur Twitter pour dire qu'il faut être un robot pour trader. Un humain n'est pas un robot, il deviendra jamais un robot. Je suis désolée d'apprendre ça, mais voilà. Et donc du coup, il faut juste trouver des astuces pour éviter de retomber trop à travers ça, qui te permet d'apaiser ces émotions-là. Donc déjà d'une part mettre l'argent que tu n'as pas besoin, ça c'est la première chose pour éviter d'avoir trop d'émotions. Et la deuxième chose aussi, c'est de prendre des profits graduellement. Si tu penses que ça peut encore monter, qu'il y a encore du potentiel, mais que en même temps t'es pas sûr et tu prends 50% de ta mise et tu laisses le reste rouler. Comme ça t'es entre les deux, c'est-à-dire que tu as pris du profit, mais tu laisses rouler aussi. T'es pas juste non, je laisse tout et finalement ça peut retomber ou ça peut revenir à perte, ou je prends tout et puis je suis dégoûtée parce que ça continue de monter. Donc en fait, il faut juste trouver des techniques qui nous permet quand on a appris un petit peu sur soi-même, donc les montants dont on est à l'aise, les montants, les façons, les mécanismes à utiliser quand on se retrouve avec un peu plus d'émotions. Ou aussi quand on a moins de patience ou des trucs comme ça, parce que mine de rien on aura toujours probablement des émotions qui seront impliquées sur les marchés, parce que les marchés c'est des émotions. Toujours. C'est la principale erreur que font tous les débutants, moi y compris. Hein. Je veux dire, quand j'ai revendu mon Bitcoin à 1000 $, le double du prix que je l'avais acheté, j'étais tellement fière de moi, tellement contente. Mais là, je pleure maintenant. Je pleure de l'avoir vendu à 1000 $. C'est sûr, mais c'est sûr, c'est normal, c'est normal. Et tout le monde fait cette erreur, absolument tout le monde. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Je dirais que les deux principales choses, il y en a bien plus, mais les deux principales pour pallier pour gérer cette peur et ces émotions finalement. Donc ça va être, comme tu viens de le dire, d'avoir une stratégie de sortie en prenant des profits graduellement. Et deux, ça va être d'avoir des connaissances, parce que plus tu connais ton marché, les cycles, la façon dont ça marche, les bougies, les chandeliers et tout ça, plus tu sais plus ou moins si c'est un bon moment ou pas, si la situation peut s'inverser ou pas. Et à ce moment-là, ça peut justement te permettre de récupérer des profits au bon timing. Et trois, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais en rajouter un. Ne pas miser plus que ce qu'on peut voilà, merci. L'argent dont on est capable de perdre initialement. Pas quelque chose qui pourrait nous mettre dans le trouble avec des effets de levier de fou. Exactement. C'est ça. Parce que l'une de mes pires erreurs aussi, ça a été les effets de levier. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Aussi, au début, je faisais beaucoup d'effets de levier. Et là où j'ai perdu le plus d'argent, c'est avec les effets de levier, bien évidemment, là. Fait que ça, c'est fini. C'est niet. C'est nada. Dans toutes les langues. Si jamais tu regardes ma vidéo, c'est pareil. Ça fait partie de ma pire erreur, c'est d'avoir cumulé toutes les erreurs possibles et inimaginables en un seul trade. C'est pire, all-in. Et j'ai perdu 10 000 € dessus. Boum, en quelques minutes. Bing. Mais c'est sûr, ça peut ça arrive. De toute manière, c'est les erreurs, on n'a pas le choix de les avoir en quelque sorte quand on est sur les marchés, parce que c'est ce qui fait aussi ta maturité, c'est ce qui fait ton expérience, c'est ce qui fait que tu vas bâtir par la suite ton capital, parce que
voilà, c'est comme dans la vie, on apprend de nos erreurs dans la vie courante. C'est la même chose sur les marchés financiers. On apprend de nos erreurs. Puis des fois, on se surprend aussi parce on se pense pas comme ça. Et puis on se dit oula, oula, ça va péter. Puis finalement, on apprend aussi un petit peu sur nous là. Et puis voilà. Donc non, des erreurs, il peut en avoir beaucoup. Hein. Mais l'important, c'est d'apprendre de ça et puis de rectifier et puis d'ajuster par rapport à son profil aussi, je pense. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, en parlant d'apprendre, où est-ce que tu te renseignes? Où est-ce que tu obtiens tes informations pour ton domaine? Oui, bah écoute, moi sur les marchés traditionnels, je fais beaucoup de lectures pour tout ce qui est des revues, des recherches économiques de banques, par exemple, sur les sites des banques. Je suis beaucoup aussi mes anciens collègues, tant qu'à faire, ceux qui sont plus dans les stratèges de placement, plus les recherches macro et tout. Je fais beaucoup de lectures à ça. J'ai aussi moi-même des abonnements auprès des gens qui ont bien évidemment plus d'expérience que moi, parce que l'important c'est toujours d'apprendre. Donc, d'avoir toujours des gens qui ont plus d'expérience que nous, plus de background, donc de recul aussi. Donc, j'ai aussi 2 abonnements. J'ai un abonnement à EPBS Research en anglais. Aussi, malheureusement, je suis que en anglais, donc sur le marché américain. Je suis abonnée qu'à des Américains. La deuxième personne aussi que je suis beaucoup, qui m'apprend énormément aussi, c'est Samantha. J'ai perdu son nom de famille, j'ai plus de tête. Samantha Laduc, pardon, excuse-moi, Laduc. Ça fait un peu français d'ailleurs, mais c'est une anglophone qui travaille de la même façon que moi, qui regarde beaucoup le contexte économique et qui l'applique après dans son trading. Elle a fait du trading, du swing trading, de l'investissement, elle fait tout. Et j'apprends beaucoup aussi d'elle parce qu'elle fait beaucoup de recherche macro. J'essaie toujours d'aller chercher des gens qui ont un peu plus de recul en quelque sorte que moi, parce que le but est toujours d'apprendre plus pour pouvoir toi-même l'appliquer après en pratique. Donc voilà, donc beaucoup de lectures aussi. Je suis certains profils aussi sur Twitter qui sont très aussi basés sur la macro, beaucoup. Après, au niveau des sites, tu sais, les sites de nouvelles réguliers, hein, en France, c'est vrai qu'il y a on peut avoir Zone Bourse qui est très bien placé hein, pour tout ce qui est nouvelles, aussi pour les recherches de microéconomie, macro, enfin tout global. Et puis voilà, en règle générale, j'essaie toujours d'aller rechercher des études économiques pour apprendre à travers ça. C'est bien que ça me fait encore une transition toute trouvée. C'est pour ça que le sommet des cryptos me tient à cœur, parce que Oui. souvent on nous dit, enfin moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais pourquoi tu veux faire ça, tu te tires dans les pattes toute seule, t'invites des gens qui sont plus performants que toi, blabla. Non, je suis pas d'accord. On a tous une spécialité, on fait tous des choses différentes, on est tous spécialisés dans un domaine particulier et donc on est tous complémentaires. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de relier tout ce beau monde en un week-end, parce que du coup, on peut voir justement, on peut apprendre énormément de choses parce que personne ne fait la même chose. Ah non, c'est tellement Par exemple, Paul a besoin de toi pour comprendre les marchés cycliques, le rapport avec le contexte. Il a pas forcément besoin de toi, il sait le faire tout seul, mais je veux dire. Oui, il est bon quand même. Hein. Il a besoin d'avoir des données de marché traditionnels, de cyclisme, d'analyse, de macroéconomie, etc. Lui, il va aller trouver les pépites. Mais si on te donne une pépite et que tu sais pas comment faire, donc là c'est moi, j'interviens moi pour t'expliquer comment acheter cette pépite. Chantal va faire les analyses derrière de vos projets, etc. Donc on est tous complémentaires. Adam et Rémi vont faire le côté trading, donc analyse technique. Donc, personne ne se tire dans les pattes. On est tous complémentaires et on apprend tous les uns des autres. Ouais, d'avoir chacun ses spécialités, sa façon de faire. Puis aussi, tu sais, les marchés aussi, comme on le sait, c'est beaucoup d'émotions et de sentiments et aussi d'interprétation. Donc du coup, c'est d'une personne à une autre, ça va être des avis, des opinions différentes. Et je trouve que c'est toujours important de suivre des gens qui ont actuellement une opinion complètement opposée de toi, qui te permet d'avoir une autre perspective. Parce qu'en fait, des fois, tu peux toujours trouver des arguments des deux côtés. C'est ça permet d'être objectif.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, non, non, mais c'est très important d'essayer de s'allier, de collaborer, de suivre des gens qui ont comment dire, des notions différentes et aussi des notions à peu près similaires à toi, mais qui travaillent sur un autre degré que toi, des trucs comme ça. Puis Fait que des outils différents aussi, parce que du coup, ça te fait découvrir de nouveaux outils auxquels tu n'aurais pas forcément complètement, pensé. Et, complètement, c'est très important. ouais, je suis d'accord. Alors, je vais passer à la question d'après parce que comme les téléspectateurs vont pouvoir le voir, ils vont souvent, ça va les faire sourire, mais on est 3 femmes à participer au sommet et les 3 vidéos des 3 femmes a duré presque le double de ceux des hommes. Ah, je suis désolée. On vient de parler, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On est bavarde. On vous donne plus d'infos. C'est ça. Alors, comment parviens-tu à réaliser régulièrement des profits dans ce domaine-là et donc même en période de bear market? Est-ce que tu arrives quand même à tirer ton épingle du jeu? Ben, au niveau de la crypto-monnaie, comme je te disais, bear market, c'est souvent égal. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, c'est de ma faute. J'ai oublié d'enlever crypto-monnaie. C'était une question générique, Ah bon, mais par rapport à ton domaine d'activité. oui. Ben, déjà, ça m'arrive d'avoir des pertes, hein, comme je pense la majorité des gens. Ben, comment je fais pour réaliser? En fait, j'essaye de voir déjà la vision, comme je te disais, globale, puis j'essaye d'être patiente par rapport à ça. Donc oui, il y a des opérations qui vont être à perte et des opérations à gain, mais il faut que les gains soient supérieurs aux pertes, en quelque sorte. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais après, comment je parviens en fait, j'essaie de suivre ma stratégie. Donc des fois ça fonctionne, et puis des fois il y a par exemple là actuellement j'avais les obligations d'État qui étaient un petit peu à perte, mais à côté de ça j'ai fait de la performance sur le Bitcoin, j'avais fait de la performance sur le S&P 500, j'avais fait de la performance avec les rendements de mes bons de trésor, mais j'avais quand même une opération à perte qui est les obligations d'État. Donc en fait c'est déjà diversification et aussi s'intéresser aussi au contexte économique et vraiment attitrer une pondération par rapport à ça. Donc ne pas mettre tout dans le même panier et de s'intéresser au contexte pour essayer de bien ajuster son exposition. Donc il va y avoir, il y a les bear markets, ça va toujours exister, donc ça on peut pas y échapper. Donc C'est là qu'on fait justement les meilleures opportunités. oui, tout à fait, mais complètement, complètement. C'est là où il y a effectivement les prix corrigent. Donc parce que quand on arrive en fin d'accélération de croissance, on arrive aussi à des pics de prix importants. Donc faut pas les choper ici, hein, idéalement. Faut rentrer un petit peu avant. Donc oui, non, mais c'est juste qu'il faut apprendre à ce que ça fait partie. Je vais donner un petit exemple. J'avais acheté aussi du Bitcoin à l'époque. Il était peut-être à peu près à 8 000 $. Il était redescendu approximativement en 2020 là, avec la crise de la récession du Covid, donc il était redescendu un petit peu. J'étais à perte temporairement aussi. Fait que, après, il faut aussi avoir la vision long terme. Faut pas si tu as confiance en ton produit, tu as confiance à ta stratégie, tu sais que à terme, tu vas rentrer dans tes chiffres. Si ça va pas rentrer là-dedans, ça va rentrer ailleurs, mais tu sais que ça va s'équilibrer de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, je fais la même chose que toi. Les mots-clés là-dedans, c'est diversification. Diversification. Et ne surtout pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est ça. Et quand je parle de diversification, c'est pas juste par exemple, si on parle de crypto-monnaie, c'est ma spécialité. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas juste changer de crypto-monnaie, c'est mettre un peu dans l'immobilier, mettre un peu dans les actions boursières, c'est parce que quand il y en a une qui va être moi, ce que je trouve intelligent, ce que j'aime beaucoup comme stratégie, c'est que quand il y a un marché qui va s'effondrer, il y en a forcément un autre qui va monter. Ça va toujours de pair. Donc, essaye de trouver des trucs qui sont complètement différents les uns des autres. Des corrélations négatives. Quand il y en a un qui tombe, l'autre compense. C'est ça, exactement. Et donc, tout simplement pour répondre plus clairement, c'est sûr qu'en analysant le contexte, je manœuvre mon exposition
et après je varie les classes d'actifs à l'intérieur de mon exposition. C'est pour ça qu'actuellement, par rapport au contexte actuel, j'ai plus 50% de cash qui est rémunéré, et cette rémunération aussi, je vais m'en servir après par la suite pour réinvestir quand le contexte va s'améliorer aussi. Donc c'est ça aussi qui permet aussi de diminuer les pertes, c'est de savoir dans quel contexte que tu es, et puis tu te dis ok, comme le contexte est moins sûr, moins de toute façon il n'y a jamais de contexte sûr non plus, mais il y a des contextes qui sont favorables et des contextes qui sont un peu plus difficiles, et par rapport à ça, tu vas ajuster ton exposition et tu vas pas tout mettre dans le même panier. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais mes obligations d'État qui étaient à perte, mais globalement sur le portefeuille, comme le Bitcoin était encore au-dessus de sa valeur d'achat, le S&P 500 était au-dessus de sa valeur d'achat, à côté de ça, il y avait le cash, l'or aussi était au-dessus de sa valeur d'achat. Donc, au final, oui, il y a une position à perte, mais globalement, le portefeuille reste positif. Donc, c'est ça il faut savoir s'ajuster par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et justement, tu as un petit peu répondu, mais un petit peu. Oui. Comment est-ce que tu gères un marché baissier? Alors là aussi, c'est une double question. Premièrement, comment tu le gères par rapport à ton activité? Qu'est-ce que tu fais que tu ne fais pas là, comme tu viens de l'expliquer, les stratégies dont tu viens d'expliquer. Ouais. Et puis, d'un autre point de vue, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Par exemple, moi, en crypto-monnaie, c'est plus creux que dans le marché traditionnel. Il y a moins de, soit t'investis, soit t'investis pas. Dans le marché traditionnel, c'est un peu plus complexe. Je vais en profiter pour me former, faire mes plans, mes stratégies, etc. Qu'est-ce que toi tu fais pendant un bear market? Oh le temps d'étude est tout le temps présent parce que au niveau macroéconomie, il y a tout le temps je veux dire de la recherche à faire. Moi perso, déjà initialement, je suis pas juste sur les marchés, j'ai d'autres affaires aussi, je fais d'autres activités à côté. Je sais pas si ta question c'était comment je le gère psychologiquement ou Non, plutôt pas psychologiquement parce que ça va être la question d'après. Ok, d'accord. J'essaie de bien comprendre la question. Donc déjà d'un point de vue stratégie et d'un point de vue qu'est-ce que tu fais de ton temps en termes de travail? Ah oui, le travail, ça reste toujours la même parce que de toute manière, tous les jours, je fais de la lecture sur la recherche, que ça soit un bull market ou un bear market, il y a toujours de la recherche à faire et toujours de l'étude parce qu'il faut que tu sois avisé d'un changement de contexte économique, par exemple, parce que ça va impacter les classes d'actifs que tu as. Donc, du coup, je vais faire de la lecture beaucoup tous les jours, je vais suivre un petit peu l'ensemble des classes d'actifs, mais après, comme je disais, dans un bear market, c'est de réduire son exposition en quelque sorte, hein, et d'attendre que effectivement on ait une confirmation d'un nouveau contexte, et puis là à ce moment-là re-rentrer, mais pas attendre que le nouveau contexte au bout de tu sais qu'il soit au pic tu vois ce que je veux dire, au pic d'accélération de croissance. Non, il faut juste essayer de jongler parce que généralement les meilleurs prix restent quand même dans un bear market. Mais il faut que le contexte ensuite arrive parce que des fois un prix peut continuer de baisser longtemps si le contexte ne change pas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais des fois le contexte c'est aussi important que le prix parce qu'un prix peut être bas mais il peut continuer de baisser si le contexte lui ne rebondit pas aussi. Donc voilà. Après oui, à terme ça risque, tu risques de rentrer de tes chiffres. Celui qui avait investi entre 2018 et 2020 est rentré dans ses chiffres en 2021. C'est largement d'ailleurs. Mais c'est ça, il faut avoir la vision à la fois à long terme, mais aussi réguler son exposition et se tenir au courant du contexte. Et attendre, en fait, quand tu parles de contexte, c'est ça, c'est attendre une confirmation. En trading, on appelle ça faire un retest. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est ça, tu attends une confirmation pour, ok, c'est bon, c'est confirmé, on est reparti dans un nouveau cycle. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent, tu sais, j'aurais pu avoir 0% de Bitcoin actuellement dans le sens où le contexte est toujours un peu, voilà. Mais ça, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que c'est important d'avoir toujours un pied dedans parce que des fois, tu peux aussi louper, tu vois, le mouvement. Et ça, je serais plus affectée de louper le mouvement que de me dire, ok, ça baisse encore un peu, bon, je suis un peu à perte encore. Okay. Non, c'est le louper le mouvement, ça va plus venir me chercher parce que initialement l'argent que j'ai mis, je suis prête à le perdre, donc ça m'affecte moins, tu vois ce que je veux dire? Donc d'où le fait que
Oui, vas-y, D'où excuse-moi. l'importance d'investir par palier, de toujours garder du cash disponible Tout à au fait. cas où justement on rechuterait. C'est ça, exactement. C'est pour ça tout à l'heure je disais, tu vois là par exemple, le contexte a toujours pas changé, mais quand il va commencer à changer, le Bitcoin sera pas forcément au pic. Donc ça c'est bien parce que c'est comme si tu avais acheté début 2020 par exemple, juste après le Covid. Donc c'est pas si mauvais, mais je garde toujours un pied dedans et je rajoute quand le contexte confirme tout le reste. Là pour l'instant je reste à 5%. Mais au moins ça, je loupe pas le mouvement s'il y a un mouvement qui va partir avant moi, avant que mes chiffres me disent le contraire. fait que voilà, parce que tu sais, mine de rien, des fois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus à 100%. Hein, donc comme initialement l'argent que tu as mis sur le marché boursier et de l'argent que tu es prêt à perdre, euh, des fois, ben, c'est vaut mieux toujours garder un pied dedans et pas rater les mouvements et rajouter quand le contexte s'améliore. C'est ça, gérer ton appât du gain, de pas tout C'est ça. vouloir tout. On n'attrapera jamais le bottom et on n'attrapera jamais le top. Mais c'est ça, c'est sûr que moi, idéalement, j'aimerais ça rajouter quand il sera à 13 000, 12 000. Ça, c'est mon rêve, tu vois. Mais malheureusement, tu sais, ça, je sais pas si ça va arriver. Donc, du coup, je suis obligée de garder un 5%, même si j'aurais préféré que ça, mais si ça part sans passer par 12 ou 13 000, bah, c'est dommage, je serais plus frustrée, en tout cas, de rater le mouvement haussier, que de pas avoir eu un pied dedans. Oui, je suis d'accord avec toi. Et à ce propos, d'ailleurs, j'invite les personnes, si vous ne connaissez pas, sur cette chaîne donc du Sommet des Cryptos. Donc là, je vais dire que c'est nouveau parce qu'on est au mois d'août, mais si vous regardez ça à l'automne, ça sera plus nouveau. Oui, c'est ça. On a lancé une Il sera série. à 12 000, by the way. C'est jamais. On a lancé une série qui s'appelle Rémi et Stéphanie où justement on vous explique d'un point de vue technique, donc des analyses techniques, comment trouver les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie, justement pour vous donner une idée. Et puis pour ce qui est d'un cycle au complet sur le Bitcoin, la confirmation dont Laetitia parle depuis tout à l'heure, c'est un peu, si je ne me trompe, c'est quand on aura dépassé la résistance qui nous maintient. Comment expliquer ça? Quand on était en bull run, on s'est appuyé sur un prix aux alentours des 30 000. C'était notre support. C'est ce qui supportait le bull run. Ouais. Et quand on a cassé ce support, donc cassé les 30 000 $, on est passé en bear market officiellement. Eh bien, cette confirmation qu'on attend, c'est quand on dépassera justement les 30 000, qu'on fera donc un retest, c'est-à-dire qu'on le reteste pour être bien sûr que c'est là. Et ensuite, on confirmera qu'on est rentré dans un nouveau bull run. Tout ça, on vous l'explique dans la série de Rémi et Stéphanie. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à la regarder. Voilà. J'irai regarder aussi. Ouais, super. Alors, est-ce qu'il y a une discipline que tu t'imposes pour rester en bonne voie et gérer ton mental? Donc là, on parle vraiment de la psychologie pour le coup, parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'appât du gain, c'est beaucoup de stress. Est-ce que Paul, par exemple, fait énormément de sport? C'est ça. Moi, je fais beaucoup de développement personnel. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi je fais beaucoup de sport aussi, okay. Vraiment c'est des fois c'est problématique. Beaucoup de sport, je fais beaucoup de marches. Moi j'aime ça, m'évader, marcher, ça me fait énormément de bien. Et je fais de la course à pied aussi. Je fais 5 fois semaine de course à pied, puis je marche au moins 1 heure par jour aussi en plus de ça. Fait que ça, moi le sport c'est important. D'ailleurs, tu sais, j'essaie toujours de faire comprendre ça parce que quand on est enfermé, tu sais, on travaille de la maison, il y a les marchés financiers, ça fluctue, donc des fois tu peux avoir les émotions qui s'emportent avec. Donc moi, j'irais beaucoup de sport, c'est un équilibre, mais aussi, tu sais, faire des choses qui nous font plaisir. Des activités autres, hein, ça peut être sportif ou du loisir ou culturel, passer du temps agréable, je trouve que c'est important aussi. Je voyage aussi, pour moi là c'est mon équilibre, ça, voyager c'est important, ça me donne des objectifs. Donc voilà, c'est de se concentrer sur le positif, je te dirais. Est-ce que tu penses que c'est parce que ça, il y a très peu de personnes qui en parlent. D'ailleurs, juste encore une petite parenthèse, n'oubliez pas que dimanche soir, vous avez un invité spécial qui vient nous parler du mindset justement. Donc tout
tout l'aspect, je vais y arriver, psychologique de la chose, parce que on en parle que très rarement. Je connais très peu de youtubeurs qui parlent de ça. Et donc ma question est la suivante: est-ce que tu penses que c'est important justement d'avoir un bon mindset, de gérer ton émotion, tes émotions, ton mental dans ce domaine-là en particulier? Moi, je pense qu'à la base, le mental, ça va avec la confiance en toi que tu as par rapport à ta stratégie, par rapport à ta connaissance des marchés. Aussi, quelqu'un qui a vécu 4 bear markets, il va mieux gérer ça que quelqu'un qui est novice, qui arrive et qui se dit, tu sais, qui se retrouve à moins 70%, moins 80%, et puis on ne sait pas s'il reviendra à cause de ça, tu vois. Mais moi, je pense que la stratégie est, en fait, je suis moins émotive aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans, par exemple. Je te donne juste un petit exemple. En fait, plus maintenant, quand t'en as vécu 1, 2, 3, enfin, tu sais, tu commences à t'habituer. Puis c'est aussi, tu prends confiance en ta stratégie aussi. Il y a ça aussi. Et en tes connaissances. C'est ça, tu le sais qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des fois ça fonctionne pas, mais tu vas pas être dans l'émotion totale parce que ça n'a pas fonctionné. Tu le sais que ça fait partie des marchés et du risque. Et comme j'ai dit, il y a des règles aussi à suivre. Exactement. Mais du coup, le fait que ton mental, ton stress et tout ça va beaucoup mieux, oui. Ton investissement va beaucoup mieux aussi. C'est ça, exactement. Mais je trouve que déjà trouver son profil aussi, parce que initialement, des fois, on investit plus que ce que notre corps et notre tête peuvent tolérer. Déjà, first of all. Donc ça, c'est trouver cet ajustement-là. Ça prend du temps, ça, par exemple, de savoir si on est à l'aise. Et puis ensuite, une fois qu'on a sa stratégie, pour moi, il y en a qui disent que c'est 90% de mental et 10% de technique. Pour moi, c'est beaucoup de stratégie. Et si tu as confiance en ta stratégie, généralement, tu devrais gérer le mental. Le mental va suivre, exactement. Si tu gères pas le mental, c'est que ta stratégie, tu sais pas, là, t'es perdu. Tu sais plus où c'est que tu vas, tu sais pas qu'est-ce que t'as fait. T'as pas suivi certaines règles. Et donc, du coup, ça se déséquilibre. C'est pour ça que je dis que, avec le temps, toi, tu l'as vécu plusieurs fois, les bear markets, probablement, t'es moins émotive que tes premiers bear markets. Mais en fait, alors, c'est à double tranchant parce que, je suis tellement persuadée que, comme c'est cyclique, je sais comment ça fonctionne. Du coup, je me méfie pas. Oh non, bear market, t'inquiète pas, on va remonter. Je me pose même pas la question. Donc, ça peut être un peu à double tranchant aussi. Mais oui, tu as raison, tu as raison. Mais tant que tu mets pas tout sur les mêmes paniers, si tu as suivi les règles, ça devrait aller. Exactement. C'est ça. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner à ceux qui nous regardent, globalement, alors là on parle de vraiment de l'investissement, de crypto, du mindset, de ce que tu veux. Qu'est-ce que ça fait? Je dirais que je l'ai répété quand même, je pense quelques fois dans la vidéo, c'est 2 règles vraiment importantes qui seraient d'investir seulement ce que tu es capable d'investir, déjà, parce que c'est la base de la base. Et après, c'est d'être patient, parce que si tu rentres sur les marchés, des fois, oui, tu peux avoir la performance que tu veux en une semaine, et des fois, ça peut prendre 1 an. Tu sais pas, en fait, ça, c'est malheureusement, on peut pas prédire ça. Donc, pour moi, c'est important comment dire, à la fois d'investir seulement ce que tu es capable d'investir, et surtout d'être patient par rapport à ce que tu as investi, parce que on le dit, on le répète, c'est que ça doit rester ennuyant, ça doit pas rester quelque chose où tu es dessus tout le temps en train de dire voilà, si tu es toute seule tout le temps, c'est que tu sais, ça vient de travailler là, c'est fait que voilà, après c'est ma perspective. Ça devient comme une drogue. Du coup, après, tu dors plus, tu penses qu'à ça, tu vois plus tes amis, tu fais plus de divertissement, plus de sorties. Non, et puis ça t'affecte psychologiquement. Je dis pas parce qu'il y en a qui font du day trading et tout, mais moi, par exemple, je fais plus de day trading. J'en ai fait un temps là, mais j'en fais plus du tout là. Non, parce que c'est trop. Tu sais, regarder une bougie qui bouge comme ça toute la journée. Là, à un moment donné, je me suis sentie, tu sais, c'est plus possible ça. Tu sais. Fait que non, et puis je me sentais pas utile et tout. Donc, voilà, mais bref, après ça m'appartient. Mais c'est pour ça que je te disais ça, c'est que ça doit rester ennuyant. La recherche macro et tout ça, c'est plus des chiffres, de l'analyse globale. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Mais je suis pas là en train de regarder mon portefeuille au quotidien, de savoir, ok, aujourd'hui, voilà. Non, ça c'est plus, non. Je suis plus là-dedans. Je l'ai été un temps là. Je l'ai été là, et puis franchement, je suis bien contente
Mais je suis pas en train de dénigrer ceux qui font ça, pas du tout. C'est juste que c'est pas pour moi du tout, pas du tout. C'est parce que je te vois trop, parce que je fais là exactement la même chose. Oui. C'est vraiment ça, quand tu dis que tu es toute la journée devant ta bougie qui monte et qui descend, c'est vraiment ça. Tu es devant ton écran et tu es là, allez, descend, allez, descend. Mais c'est ça, mais t'es immobile. C'est juste que j'ai eu l'impression que je servais à rien. J'étais immobile comme ça. Et non, ça vient là-dedans, ça vient de travailler et tout. Après, il y en a qui font ça juste, qui arrivent à faire ça un quart d'heure par jour et puis qu'ils arrêtent. Et puis, c'est bien correct. Il y en a qui arrivent. Mais moi, je sais que j'ai compris que c'était pas quelque chose pour moi. Voilà. Après, moi, c'est les angoisses qui montent et qui descendent. Donc, quand ça va dans mon sens, je suis euphorique, c'est génial. Dès que ça va dans l'autre sens, mais je le sens descendre. Déjà, je trouvais que les journées à moins de 10% sur les indices boursiers pendant le Covid, c'était intense. Et donc, tu sais, tous les jours, non. Tu t'en rêves la nuit. Écoute, moi, je suis arrivée à un point, je te mens pas, hein. Je suis arrivée à un point, je vais couper tout ça, hein, c'est pour toi que je dis, on va le mettre au bêtisier, tiens. Mais je suis arrivée à un point où tout ce que je regarde dans ma vie se transforme en bougie. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est horrible. La nuit, je rêve de bougies. À chaque fois qu'on me parle, que j'ai une amie qui me dit, oh, j'ai un coup de barre en ce moment, n'importe quoi, je le vois sur le graphique. C'est fou, hein, notre vie change complètement. Ah oui, vraiment. Je vais te poser une dernière question, et puis on va clôturer la vidéo là. Est-ce que, alors, pour les autres intervenants, je leur demandais s'ils avaient une crypto de prédilection. D'ailleurs, je vais le mettre, mais la question n'est plus d'actualité, mais c'est juste pour qu'on l'ait sous les yeux. Est-ce que toi, tu as, alors pas forcément une crypto, mais est-ce que tu as une action ou un indice ou un conseil de prédilection, enfin pas un conseil parce qu'on va pas utiliser ce mot-là, mais moi je fais pas de micro, par exemple tout ce qui est études à l'intérieur d'une compagnie. Je fais vraiment l'étude macro et donc les actifs macro. Donc c'est pour ça que je fais toujours un ensemble d'un panier, les indices boursiers, les matières premières ou les obligations ou les devises, ça dépend. Après, au niveau de crypto, c'est pour ça, j'analyse pas de projet ni rien, mais par contre, je me base beaucoup sur tout ce qui est le Bitcoin, l'Ethereum aussi, les deux majeurs. Mais peut-être as-tu pas une stratégie, parce qu'on va pas aller jusque-là, mais une sorte de mini-stratégie dans l'époque dans laquelle on se trouve, justement. Est-ce que, par exemple, c'est mieux d'attendre? Est-ce que c'est mieux peut-être que bientôt on va passer en rebalancement de portefeuille? Qu'est-ce que toi tu ferais? Bah voilà, tiens, ça va être plus simple. Qu'est-ce que toi tu fais en ce moment? Moi, en ce moment, comme je te disais tout à l'heure, mon portefeuille est toujours basé sur 50% cash rémunéré. Et le reste, je reste encore sur les indices. J'ai encore 5% de Bitcoin aussi. J'ai aussi l'or. Mais la raison pourquoi je reste dedans, c'est parce que je veux pas louper le mouvement. Mais en même temps, la raison pourquoi je rajoute pas pour l'instant, c'est parce qu'on est toujours en ralentissement économique, que l'inflation n'est toujours pas vers le taux cible. Et que généralement, lorsque les banques centrales commencent à baisser les taux, qu'on se dit ah ça y est c'est fini, c'est là où généralement ça peut se casser la gueule. Pardon, excuse-moi de l'expression, hein, parce que généralement les banques centrales ne baissent pas les taux pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas généralement. Donc là actuellement, il n'y a pas de choses où je suis vraiment plus genre je me dis ok les 6 prochains mois non. Pour l'instant, je profite de l'opportunité du cash qui est à plus de 5%, puisque déjà c'est pas arrivé depuis longtemps. Et dans un contexte de marché comme actuel, pour moi, c'est ce qui est favorable. Mais après, ça c'est suivant mon opinion à moi là. Mais voilà, parce que tant que j'ai pas de rééquilibrage par rapport à tout ce qui est le contexte, si dans 2 ou 3 mois je vois un rebond économique, peut-être que oui, effectivement, ça va soutenir maintenant certains mouvements pour les prochains mois, parce qu'une cyclicité, ça peut durer de 1 an et demi à 2 ans. Donc, tu as le temps quand même de rentrer dedans. Voilà. Tu vois, là, par exemple, on est un bear market. Tu sais, la cyclicité, ça ressemble aussi à la durée d'un bear market qui est à peu près d'1 an et demi sur les cryptos. Donc, tu vois, ça se rejoint un petit peu. C'est pour ça que les cycles économiques et les cycles de bear market dans la crypto sont très souvent corrélés. Puisqu'un cycle de ralentissement est souvent égal à un bear market sur les cryptos et vice versa. Les gros bull run sont équivalents à la cyclicité de l'accélération.
Donc, et ça dure environ 1 an et demi, voire 2 ans, ça dépend. Donc, ça te laisse le temps de rentrer aussi, et ça te laisse le temps aussi d'attendre que le bear market passe. Donc, voilà. Ouais. Non, Mais précisément un actif, non. Bah, moi, je te dis dans quoi je suis actuellement. Et pourquoi aussi je suis là-dedans. Par exemple, j'ai des obligations d'État. Parce que si on est dans un niveau pré-récessionniste, ces obligations d'État sont supposées prendre de la valeur à ce niveau-là. Et aussi, l'or est supposé aussi compenser un petit peu. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai ces classes d'actifs là dedans. Mais j'ai quand même les indices boursiers, j'ai aussi de la crypto aussi dedans. Diversifié et conservateur. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Généralement, si on rentre en récession, les obligations montent, les indices boursiers baissent. Mon cash n'est pas touché, les mêmes rémunérés. Le Bitcoin baisse. L'or, ça dépend. Ça dépend si à ce moment-là, le dollar est utilisé comme valeur refuge ou si c'est l'or. Ça dépend. C'est pareil. Tout ça, ça fluctue ensemble. Donc, au moins, je sais que j'ai un pied dedans. Je sais que je vais quand même avoir un certain pourcentage d'ici la fin de l'année, dépendamment de la variation. Ben écoute, je te remercie beaucoup Laetitia pour ta participation. Merci à toi pour l'invitation, ce fut très agréable. Merci. J'espère qu'on va se revoir l'année prochaine pour la 3e édition. C'est top. Et puis, je vous mets le lien pour soutenir Laetitia. Donc, c'est son groupe Patreon pour son groupe privé. Tout à fait. Vous pourrez avoir tout un tas d'informations encore plus précises. Et puis, un accompagnement, je crois aussi, tu fais des lives toutes les semaines. Mais ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Généralement, je fais des vidéos. Okay. Puis après, tu sais, je suis quand même pas mal active dans mon Patreon. Là. Je poste quand même assez régulièrement dedans. Ok, parfait. Ouais. Eh ben, je vous encourage vraiment à suivre Laetitia sur sa chaîne YouTube, Twitter, groupe privé. Allez, soyons fous, on prend le package. La totale, all-in. all-in. Et puis, merci d'avoir tout. Merci à toi pour l'invitation. C'est très gentil. Je t'en prie, merci encore. Et puis, bientôt. Ben oui. Merci beaucoup. Bye. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je me suis perdue là. Excuse. Pas de problème. Bon, je vais reprendre le début de la description. T'inquiète pas, ça va pas faire ça à chaque fois. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Tout à fait. Et deuxièmement, je vais le retrouver. De mettre de l'argent, mettre la somme dont on est à l'aise. On n'a pas, ça c'est sûr, donc ça fait le 3e. Ouais. C'est pas aidé alors. Oh mince. Ah oui, et bien sûr, attends, je vais le reprendre du coup. Oui. Un, c'est comme tu viens de dire, donc d'avoir une stratégie de sortie et de prendre des profits graduellement. 2, ça va être putain, je l'ai perdu. Les connaissances, putain, les connaissances. Ok, je recommence. Le comment est correct parce qu'en fait dans le bureau, tu sais, on n'a pas de meubles et des fois ça résonne un peu. Je sais pas si. Ouais, ça résonne, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Regarde, moi ma vidéo, elle clignote. Oui, j'ai vu. Je croyais que c'était juste de mon côté. Je croyais que c'était une faille de chez moi. Non, il y a une vidéo. Écoute. Et je te jure, j'ai tout eu. D'ailleurs, on a annulé. On n'a même pas continué Ah oui. La vidéo, on a annulé. On s'est regardé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'acharne ou on reprogramme? Parce que là, parce que des fois, c'est tellement de la. Tu reprends, puis ça. Écoute, on a tout eu. Oui. Le micro qui marchait pas, la vidéo qui s'est calmée, qui s'est arrêtée, l'internet qui a bugué sur image, tu sais. Oh là là, mon chat qui a attrapé une souris dans la maison, qui a tout fait tomber dans la maison. Mon chien qui arrêtait pas de rentrer sortir. On a tout eu ce jour-là. Du coup, on a reprogrammé. J'ai mis à la poubelle ce qu'on avait fait. Je fais, attends, on recommencera parce que là, ça le fait pas. Je sais même plus où on en est. Oh boy, ça a duré. On parle. C'est trop drôle. Après, si tu penses, tu peux couper. Si tu veux couper des choses, tu peux couper. Hein. Ah ouais, bon, t'inquiète pas. Oh, mais moi, je m'en fous. Je sais que les garçons sont vraiment à cheval sur la. Mais c'est vrai que moi, chaque fois que je fais une vidéo, pareil, quand je fais une interview ou autre, si c'est avec un homme, ça va durer 15-20 minutes. Si c'est Christelle, par exemple, ça va durer 1 heure, 1 heure et quart.